Au printemps 1987, une adolescente vendeuse de journaux disparut sans laisser de traces lors de sa tournée matinale à Dayton, dans l'Ohio. Son vélo fut laissé sans surveillance, sans aucune trace de lutte. L'affaire resta lettre morte pendant plus de 10 ans, jusqu'à ce qu'une équipe du comté découvre un hangar oublié derrière un poste électrique abandonné. Ce qui suivit allait révéler une série d'horreurs, révélant un secret si terrifiant qu'il allait bouleverser tout ce que sa famille et les enquêteurs pensaient savoir. L'équipe arriva juste après le lever du soleil, le dos raide par le froid et le calme inhérent au contrat du comté. Personne ne voulait être dehors. 3 hommes en gilet fluo travaillaient autour de l'ancien poste électrique, leurs bottes crissant sur les broussailles mortes et les éclats de verre. Derrière la clôture principale, là où le kudzu avait englouti la majeure partie du terrain arrière, une silhouette se dessina, un hangar d'entretien trapu et rouillé, caché derrière une clôture effondrée et un fouillis de vignes. « Quelqu'un n'a-t-il ça sur son plan de site » murmura l'un d'eux en se frayant un chemin à travers la végétation envahissante. « Pas sur moi » dit le chef d'équipe, Daryl Moore. « C'est probablement juste de la vieillerie. » Le cadenas de la porte de l'abri semblait aussi vieux que la structure elle-même. Daryl tira dessus une fois, mais il tint, immobile. Il recula, attrapa le coupe-boulon et s'y essaya à 2 reprises avant que le cadenas ne cède. Il s'écrasa au sol avec fracas. Il ouvrit la porte et recula, tandis que l'air vicié s'échappait comme le souffle d'un tombeau. À l'intérieur, l'espace étroit était encombré, des caisses de nettoyage empilées sur 3 niveaux, des étagères métalliques rouillées sur les bords et 2 chaises de bureau cassées affalées dans un coin. Une superbe capsule temporelle de déchets, a déclaré un autre travailleur en éclairant les alentours avec une lampe de poche. Mais Daryl ne regardait pas les caisses. Tout au fond, sous une bâche poussiéreuse et partiellement cachée par une étagère effondrée, il aperçut une toile. Il écarta le cadre métallique, là, niché dans l'ombre, se trouvait une sacoche, beige délavée, aux coins effilochés. Les initiales à l'encre noire sur le rabat étaient à peine lisibles, K de main. Daryl recula. Appelle-le. À l'arrivée du premier véhicule de patrouille, l'équipage avait reculé jusqu'à l'entrée du parking, laissant la porte ouverte. L'agent de Grace Holden s'est glissée à l'intérieur, prenant des photos avec son téléphone. Elle s'est arrêtée devant sa sacoche, s'est penchée et a appelé pour demander une collecte de preuves. Elle ne vit pas la tombe au premier abord, jusqu'à ce qu'elle déplace une caisse près du mur et remarque le motif irrégulier des pavés. L'un d'eux était fissuré, comme s'il avait été posé à la hâte et n'avait jamais été aligné avec les autres. Elle appela des renforts par radio. 2 heures plus tard, les techniciens de la scène de crime bouclaient la zone et travaillaient sous les projecteurs. Ils soulevaient les pavés de béton un par un. Juste en dessous se trouvait un paquet emballé sous plastique, fixé aux extrémités avec du ruban adhésif lourd à cause des dégâts des eaux, la couche extérieure recouverte de terre. Il fallut 1 heure supplémentaire pour le confirmer, des restes humains. Des os, de la taille d'un enfant, enveloppés dans une veste en jean déchirée et une chemise rayée usée par le temps. L'inspectrice Nora Brené se gara au bord du parking, ses pneus crissant sur le gravier. Elle sortit lentement, tirant son badge par-dessus sa veste. Un technicien de terrain s'approcha et lui retira le ruban de police. Ils l'ont trouvé vers 8 heures, dit-il. D'abord la sacoche, puis le corps ou ce qu'il en reste. Elle se glissa à l'intérieur du hangar sans un mot. L'air était âcre, imprégné de moisissure et d'isolant humide. Son regard se posa sur la sacoche, désormais emballée et étiquetée, posée sur une table à preuve juste à l'extérieur du bâtiment. Elle n'eut pas besoin de la relire, elle savait déjà ce qu'elle indiquait, cave de main. Cathy Demain, 16 ans, disparue depuis le 15 août 1987. Le regard de Nora s'attarda longuement sur le sac avant de se diriger vers la tombe ouverte. L'équipe médico-légale travaillait encore, photographiant soigneusement chaque angle avant de déplacer les restes enveloppés. Une estimation de l'âge, a-t-elle demandé. Les vêtements juvéniles suggèrent une adolescence moyenne, ce qui correspond à Cathy, a répondu l'un d'eux. Nora ne dit rien, mais sa poitrine se serra. Ce nom ne l'avait jamais quitté. 14 ans, assise sur le canapé de ses parents, les genoux contre la poitrine,
elle regardait le journal local du soir. Ils montrèrent la photo 2 fois, Cathy avec sa casquette de livreuse de journaux, souriant comme si elle le pensait. L'histoire dura des semaines, puis des jours, puis une semaine sans nouvelles, puis plus rien. À l'époque, Nora se souvenait avoir demandé à sa mère ce que signifiait « fugue ». Sa mère lui avait répondu, parfois, les enfants s'en vont comme ça. Mais Nora n'y avait pas cru, pas à propos de Cathy. Elle se souvenait d'être passée devant Cathy à vélo, de son air sérieux, malgré ses écouteurs et une pile de papier sur l'épaule. C'était quelqu'un d'informateur. Et puis elle avait disparu. De retour à son appartement ce soir-là, Nora était assise à la table de sa cuisine, l'ampoule du plafonnier clignotant toutes les quelques minutes. Le dossier était ouvert devant elle, une chemise jaunie, sortie d'une chambre froide, au dos craquelé et aux pages assouplies par le temps. La dernière entrée, tapée et accrochée à l'intérieur de la couverture, disait « Sujet probablement en fuite, aucune piste valable, dossier inactif ». Nora tendit la main et ouvrit son ordinateur portable, affichant les archives numériques du département. Elle vérifia le dossier de Cathy, aucune preuve matérielle n'avait été retrouvée. La sacoche était exposée à la lumière directe dans la salle d'épreuves, posée sur une table en acier inoxydable recouverte d'un tapis grillagé. La toile était craquelée et décolorée, ses coins étaient raidis par le temps. Un technicien de laboratoire judiciaire rôdait à proximité, soulevant délicatement la sangle de ses mains gantées. Les contaminants sont lourds, marmonna-t-il en soulevant un rabat. Mais il y a des matériaux incrustés ici, des cheveux, peut-être des fibres, mais je parie qu'ils sont humains, fragiles, vieillis. On va essayer l'extraction mitochondriale. Il y a quelque chose à l'intérieur. Nora tapota la vitre. Le technicien ouvrit soigneusement la pochette avant. Un porte-clés rouillé. Rien d'autre. Pas de papier, pas de portefeuille, pas de carte d'identité. Il fit tourner le sac sous la lampe. Les coutures des sangles sont effilochées et il y a une profonde abrasion près du bord inférieur, ça pourrait être dû à des griffures ou des déchirures. Les doublures sont perforées aussi, ça pourrait être des éraflures d'ongles. Mettez tout dans un sac. Nora resta immobile jusqu'à ce que le cartable soit refermé. Ce soir-là, elle retourna à son appartement et entreprit de reconstituer la chronologie. Elle dégagea le côté de son réfrigérateur et commença à épingler des photos, le portrait de Cathy dans l'album de fin d'année, une carte scannée de son ancienne distribution de journaux, une copie imprimée de l'étiquette de preuve du cartable. Elle ouvrit un bloc-notes et esquissa la chronologie. 15 août 1987. Samedi matin, Cathy quitte la maison avant 6 heures, sac en toile en bandoulière. Il fait encore frais à cette heure-là. 6h20, un voisin la voit sur la 3e rue. 7h20, son vélo est retrouvé à l'angle de Highwood et de la 3rd Street, béquille baissée, intact, les papiers toujours dans le panier du guidon. Pas de témoins, pas de traces de lutte, pas de sang, pas d'appel, pas d'observation crédible par la suite. Dossier déclaré inactif après 4 mois. Aucun suspect répertorié. Nora a sorti un post-it du bloc-notes et a écrit en lettres grasses, vélo laissé à l'arrêt. Parti ou contraint. Elle appuya sur le coin supérieur gauche du plan de route. L'image granuleuse diffusée sur son écran tirée d'un ancien reportage montrait la mère de Cathy, Margaret, debout à côté d'un officier non formé à la conférence de presse, une photo à 2 mains. Elle ne nous a jamais causé d'ennui, avait dit Margaret. C'était une fille tranquille, toujours à l'heure. Elle ne manquait jamais un itinéraire. S'il vous plaît, si quelqu'un l'a vu. Le clip s'est arrêté là. En milieu de semaine, l'appel était arrivé. Nora rencontra le docteur Hélène Rivera, l'anthropologue médico-légal affecté au reste au laboratoire. Pas Cathy, dit Hélène d'un ton neutre en affichant un scan numérique. Les dents ne correspondent pas. Nous avons suffisamment d'éléments pour l'exclure complètement. Nora fixa le squelette, la mâchoire, les petites côtes. Une estimation ? Fille, probablement 13 à 15 ans, d'après la longueur du fémur et la fermeture de la clavicule, répondit Hélène. Plus près de 15 ans.
La date du décès est plus difficile à déterminer, cela fait plus de 10 ans mais les vêtements aident. On estime qu'il s'agit de 1986. Nora expira lentement. Nous avons donc la sacoche d'une fille disparue et le corps d'une autre. On dirait bien. Ce soir-là, Nora retourna au poste et commença à fouiller dans les dossiers nationaux de personnes disparues depuis 1986, en filtrant par lieu, âge et mois de disparition. Elle réduisit le nombre de cas à 4, dont un se démarqua. Rachel Meyers, 15 ans, disparue de Riverside, Ohio, en juin 1986. Habitait à 2 villes de là. Vue pour la dernière fois rentrant à pied d'une répétition de groupe. Portait une veste en jean. Décrit comme timide, il allait rarement seul. Nora sortit le dossier. L'affaire Rachel était restée sans réponse presque dès le début, aucune menace évidente, aucun suspect, elle avait simplement disparu dans l'après-midi. Le rapport comprenait une photo de classe, appareil dentaire, cheveux longs avec raie au milieu, collier orné d'une croix. Nora l'imprima et l'épingla à côté du scanner de reconstruction. Elle a appelé Hélène le lendemain matin. Vérifie tes dents. Encore une fois, recherchez touche hochement de placement de mère. Rachel Meyers portait un appareil dentaire un an avant sa disparition. 1 heure plus tard, Hélène rappela. C'est elle. Nora se tenait dans le bureau du chef, les 2 dossiers sous le bras. Elle les déposa sur son bureau sans un mot. Le chef, un homme qui pesait ses mots avec prudence, se pencha en arrière et lut les étiquettes des dossiers. Il ouvrit d'abord le dossier de Cathy, puis celui de Rachel. Tu dis qu'ils sont liés? Je dis que le cartable d'une jeune fille a été retrouvé à côté du corps d'une autre, à un endroit où aucune d'elles n'aurait dû se trouver, a déclaré Nora. Toutes 2 ont disparu à 14 mois d'intervalle. Aucun suspect n'était présent dans aucune des 2 affaires. Nous disposons désormais d'une expertise médico-légale reliant au moins l'une d'elles à un lieu connu. Il tapota lentement le dossier. Tu crois que c'est la même personne? Je n'en pense rien encore, mais je ne l'exclus pas, elle leva les yeux vers lui. Très bien. Nous allons déclarer les 2 affaires ouvertes. Commencez par l'expertise médico-légale. Revenez aux témoins initiaux. S'il y a une tendance, vous la trouverez. Nora hocha la tête. Je le ferai. Nora se gara le long du trottoir d'un immeuble en briques, dont le mur ouest était recouvert de lierre. L'immeuble était silencieux, ombragé par la charpente de grands chênes encore nus par l'hiver. Elle gravit lentement les marches, le dossier sous le bras, et appela l'unité indiquée dans le rapport initial. La porte s'ouvrit quelques secondes plus tard. Margaret Demain se tenait derrière la porte moustiquaire, vêtue d'un cardigan bleu marine, la main toujours serrée sur la poignée. Son regard était plus sombre que sur la photo de l'album de fin d'année que Nora avait tiré du dossier au plus dur, plus alerte. Elle n'avait pas l'air surprise. « Vous êtes le détective » dit Margaret. « Oui, madame. » Nora brenait. « Je me doutais bien que quelqu'un finirait par venir. » Elle ouvrit la porte et s'écarta. « Vous feriez mieux d'entrer. » Nora la suivit dans un couloir étroit jusqu'à un salon petit mais ordonné. Les rideaux étaient à moitié tirés. Une photo de Cathy en robe bleue trônait sur la cheminée, à côté d'un ange en céramique et d'une carte d'anniversaire non ouverte. L'endroit était propre, mais on avait l'impression que le temps avait renoncé à avancer. Ils s'assirent à la table de la cuisine. Margaret servit du thé sans demander son avis. « Je sais ce qu'ils ont trouvé, » dit-elle au bout d'un moment. « Le sac. C'est le sien, n'est-ce pas? » Il portait son nom ou les initiales Cave Demain effacées, mais bien visibles. Margaret hocha la tête. Elle l'adorait. On l'avait acheté d'occasion, mais elle le traitait comme de l'or. Elle ne laissait pas son frère y toucher. Elle ne s'est pas enfuie. Ils ont fait cette supposition parce que c'était facile, a dit Margaret, parce qu'ils ne voulaient pas faire le travail. Nora resta silencieuse, la laissant parler. Elle avait $28 de côté dans son tiroir. La liste de ses tournées de journaux était entièrement notée, date, correction, pourboire et non pourboire.
Elle venait de laver sa clarinette. Elle devait avoir un cours le lendemain. Margaret regarda par-dessus la table. Elle ne partit pas, quelqu'un l'a emmenée. Je le crois. Nora dit, elle n'a même pas pris son Walkman. Sa voix s'éclaircit. Elle n'allait jamais nulle part sans cet appareil. Nora fouilla dans le dossier et en sortit une petite feuille d'inventaire. Elle répertoriait les conclusions initiales de 1987. Vélo abandonné au coin de Highwood et Third, debout sur sa béquille, les papiers toujours dans le panier. Aucun témoin connu, aucun signe de lutte. Ils ont pris une décision 2 semaines plus tard, mais l'ont classée comme fugueuse et ont clos l'enquête en cours avant la fin de l'année. Margaret sourit amèrement. Je m'en souviens. On m'avait dit que c'était une phase. Sans un mot, Margaret se leva et disparut dans le couloir. Nora entendit le léger grincement d'une porte de placard. À son retour, Margaret portait une boîte à chaussures dont le couvercle était scotché. Elle la retira et commença à disposer des photos, Cathy dans son uniforme de fanfare, tenant une clarinette et plissant les yeux face au soleil, Cathy assise sur le perron avec un golden retriever qui lui léchait le visage, une image floue d'elle tenant un gâteau d'anniversaire aux bougies inégales. Puis Margaret a mis une photo de côté. Celle-ci, c'est celle de la 2e année du bal de promo. Le garçon avec elle, c'est David. Nora se pencha. Cathy portait une robe rouge, les cheveux bouclés aux extrémités. Elle riait, la bouche grande ouverte, une main posée sur l'épaule d'un grand garçon maigre en chemise boutonnée froissée et cravate à pince. David Sullivan, répondit Margaret presque sèchement. Ils n'ont pas été ensemble longtemps, juste quelques mois, mais après leur rupture, quelque chose a changé en elle. La porte d'entrée s'ouvrit lentement, accompagnée d'un bruit de bottes sur le carrelage. Un homme entra dans la cuisine, vêtu d'une veste de travail en toile tachée de poussière. Il s'arrêta juste devant le seuil. « C'est mon fils, Tommy, » dit Margaret. « Inspecteur, » dit Nora. « Je suis là pour votre sœur. » Tommy hocha la tête et tira une chaise. Ses mains étaient rugueuses, ses ongles courts et ébréchés. Il regarda la photo sur la table. « C'est David ? » « C'était mon ami. Ça n'a pas duré où vous vous connaissiez avant que Cathy ne sorte avec lui. Au lycée, ils habitaient à quelques rues d'ici. Ça semblait bien aller à l'époque. Que s'est-il passé ? Il est devenu méchant après sa rupture, pas seulement triste, méchant, dit Tommy. Il se pencha en avant, les bras posés sur la table. Elle a dit qu'elle ne se sentait pas en sécurité avec lui. Elle n'a pas voulu dire pourquoi. Tu l'as dit à tes parents, écrivit Nora en silence. Oui. Papa allait lui parler, mais elle l'a supplié de ne pas le faire. Elle voulait juste que ce soit fini. Nora tapota son stylo. Quelqu'un du service t'a-t-il posé des questions sur lui à l'époque ? Tommy laissa échapper un rire sec. Ils ne m'ont rien demandé, pas d'entretien, pas de suivi. Ils ont dit qu'il était déjà parti à l'université, ce n'était pas pertinent. Margaret s'agita sur sa chaise. Elle a changé après leur rupture, elle dormait avec la lumière allumée, ne sortait plus la nuit, rentrait à pied après sa tournée de distribution de journaux. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Tommy marqua une pause. Elle a juste dit, je n'aime plus la façon dont il me regarde. A-t-elle déjà parlé de quelqu'un qui la suivait ? Demanda Nora. Margaret secoua la tête. Non. Mais elle a arrêté d'aller chez Alice Pizza, c'était leur pizzeria. Je ne pense pas que ce sac soit arrivé dans ce hangar par hasard, dit Nora doucement. Il a été déposé là. Margaret a dit, elle est toujours là. Il le faut. Ce n'était pas une question. Nora marqua une pause. Je l'espère. Les yeux de Margaret s'embuèrent, mais elle ne pleura pas, je savais qu'elle ne s'était pas enfuie, même quand les voisins ont arrêté de lui poser des questions, même quand son école a rangé son casier. Je n'ai jamais rangé sa chambre. Je ne l'ai toujours pas fait. Nora se tenait sur le palier tandis que Margaret tenait la porte ouverte.
Margaret la regarda de nouveau. « S'il vous plaît, ramenez-la. »« Je te le promets, » dit Nora. Margaret hocha la tête et ferma doucement la porte. De retour au bureau, le vieil annuaire était ouvert sur le bureau de Nora, sa reliure craquelée, les pages jaunies au coin. La photo de Cathy demain était facile à repérer, 3e rangée, 4e en partant de la gauche, cheveux raides avec une raie au milieu, un petit sourire. Nora traça un trait sur la page et entoura 3 autres filles de la liste, orchestre et clarinette. Jennifer Walsh était l'une d'elles. Il lui avait fallu 2 jours pour trouver son nom actuel, Jennifer Collins, et 3 autres pour qu'elle me rappelle. Elle vivait à Milwaukee et travaillait de nuit à l'hôpital général Saint-François. Nora lui dit qu'elle réexaminait des affaires non résolues et lui demanda si elle se souvenait de la disparition de Cathy. Il y eut un silence, puis un soupir. « Je me souviens de tout, » dit Jennifer, et elle accepta de la rencontrer. Le restaurant était situé près de l'IE 794, juste à l'est du port. Nora arriva tôt et s'assit près de la fenêtre avec un café refroidi. Peu après, Jennifer entra. Nora la reconnut immédiatement. Jennifer avait les cheveux blonds attachés, son badge d'hôpital toujours accroché à son manteau. Elle se glissa dans la cabine en face de Nora et ne parla pas pendant un moment. « Vous êtes ici à propos de Cathy » dit finalement Jennifer, sa voix calme mais ferme. « Je suis. » Jennifer baissa les yeux sur ses mains, puis regarda par la fenêtre. « J'ai toujours pensé que quelqu'un finirait par venir. Je ne pensais juste pas que ça prendrait autant de temps. » Elle était différente depuis qu'elle a commencé à fréquenter David, a déclaré Jennifer. Au début, c'était les mêmes choses que d'habitude, les bals de fin d'année, les retours à la maison, les petits mots échangés en classe. Puis il est devenu collant, surprotecteur. Elle en a ri, a continué Jennifer, mais Cathy a commencé à dire non à certaines choses, à quitter le journal de l'école, à sécher les études en groupe. Nora hocha la tête. Que s'est-il passé entre eux? Il l'a trompée avec une fille de sa fac. Cathy l'a découvert et a rompu avec lui. C'est là qu'il a changé. Jennifer marqua une pause, puis prit son verre d'eau. Je les ai vus devant le cinéma 2 semaines avant sa disparition. Elle se dirigeait vers la voiture de sa mère. Il l'a suivie sur le parking et l'a attrapée par le bras. J'étais de l'autre côté de la rue, donc je n'ai pas tout entendu, mais j'ai vu comment il s'est penché. Nora l'observa attentivement. T'a-t-elle raconté ce qu'il a dit? Jennifer hocha lentement la tête. Tu vas le regretter. C'est ce qu'elle m'a dit, exactement les mêmes mots. L'as-tu dit à quelqu'un à l'époque? Demanda Nora. Jennifer hésita. Non. Je ne pensais pas que c'était sérieux. On avait 16 ans, les ruptures étaient compliquées, à l'époque. Sa voix s'éteignit. Nora attendait. À l'époque? Jennifer a répété, c'était juste un drame d'adolescente. Je n'ai su que Cathy avait disparu que lundi. Je pensais qu'elle était peut-être malade. Le temps que je m'en rende compte, la police disait déjà qu'elle avait fugué. La plume de Nora ralentit. Tu as porté ça pendant longtemps. Jennifer leva les yeux, la culpabilité dans le regard. C'était mon ami. J'aurais dû dire quelque chose, au moins raconter à quelqu'un ce que j'ai vu. Tu le dis maintenant, dit Nora. Jennifer hocha brièvement la tête, la culpabilité toujours présente. De retour à Dayton ce soir-là, Nora sortit le carton et retravailla la séquence. Elle fixa les dates. Cathy et Rachel étaient toutes deux dans la fanfare, toutes deux disparues en fin d'après-midi ou au petit matin, près d'itinéraires familiers. Toutes deux avaient des habitudes, prévisibles. Rachel avait disparu 1 an avant Cathy, mais rien n'indiquait que l'enquête initiale les ait jamais prises en compte ensemble. Elles étaient traitées comme des incidents isolés. Elle avait besoin de plus. Le bureau était niché au fond d'un petit centre commercial, près de la route 17, coincé entre un salon de manucure et une chaîne de services fiscaux dont l'enseigne au néon clignotait. L'affiche indiquait « Expertise en sinistre Midone au David Sullivan, agent ». Les stores étaient tirés,
la teinte des vitres obscurcissant la visibilité. Nora ouvrit la porte vitrée. Un carillon retentit au-dessus de sa tête. La réceptionniste leva à peine les yeux avant de faire signe vers le couloir, troisième porte en bas. David Sullivan était debout lorsque Nora entra. Il avait 30 ans, mais il avait encore cette silhouette juvénile. Sa cravate était lâche, sa chemise un peu trop grande au col. Son bureau était bien rangé, des stylos alignés par paires, un écran parfaitement parallèle au bord. « C'est vous qui avez appelé pour la révision de la couverture » a-t-il demandé en lui serrant la main. Nora le lui rendit brièvement. « Inspectrice Nora Brenet. J'espérais vous poser quelques questions concernant une personne que vous avez connue au lycée. » Son sourire s'estompa. « Ce n'est pas une question d'assurance. »« Non, dit-elle, c'est à propos de Cathy Demain. » Il s'assit lentement, le changement de posture fut immédiat, les épaules en arrière, les yeux plissés. Ce n'était pas tant de la défiance que de la vigueur. « Je pense à elle tout le temps, dit-il, plus qu'il ne voudrait l'admettre. » Nora prit la chaise en face de lui. « Vous êtes sortis ensemble pendant environ 3 mois. De la fin de l'automne au printemps, en 2e année. Elle était vive, drôle, honnête, même quand on ne le voulait pas. Que s'est-il passé entre vous ? » David se passa la main dans les cheveux. « L'université, c'est arrivé. Je suis entré tôt à Miami. Elle était encore à l'école. On a essayé de faire en sorte que ça marche. J'ai tout gâché. Nora attendait. J'ai eu une relation avec quelqu'un lors de l'orientation, une fille de Dayton. Cathy a découvert que je ne mentais pas, je ne pouvais pas. Elle est venue à ma résidence un week-end, et je lui ai tout raconté. Elle était bouleversée, a dit Nora. David hocha la tête. Elle m'a appelé plusieurs fois après que j'ai laissé des messages, puis elle a arrêté. Je pensais qu'elle passait à autre chose. Je me suis dit que j'aurais peut-être de ses nouvelles cet été. Elle n'est jamais arrivée jusqu'à l'été. Je sais. Il se pencha en avant, les coudes sur le bureau, les mains serrées. Quand la nouvelle est tombée, j'ai pensé qu'elle était peut-être partie. Je l'espérais même, ça aurait été plus facile à croire. J'attendais qu'elle revienne et me crie dessus. C'est ce que je voulais. Tu n'as jamais été interrogé, demanda Nora. David secoua brièvement la tête. Un type du bureau du shérif a appelé à ma résidence. Je lui ai dit où j'étais. Il a dit qu'il ne faisait que cocher des cases. Aucune suite. Aucune. J'ai proposé de venir pendant les vacances, mais personne n'a appelé. Nora n'a rien écrit, elle l'a juste observé. Il y a autre chose, dit David après une pause. Je n'en ai jamais parlé à personne. Je ne pensais pas que ça avait d'importance, mais peut-être que si. Nora se pencha légèrement. Vas-y. Environ 2 semaines avant mon départ pour la fac, on allait manger une pizza. Un type est venu la voir dehors pendant que je me garais et a commencé à lui parler. Quel genre de type ? David fronça les sourcils. La trentaine, peut-être plus. Il portait une casquette. Il souriait trop. Elle avait l'air mal à l'aise. Je l'ai vu de l'autre côté du parking. Qu'est-ce que tu as fait ? Je me suis approché et j'ai demandé s'il y avait un problème. Le type s'est brusquement éloigné, a demandé son chemin et est parti. La plume de Nora flottait. Cathy a-t-elle dit quelque chose après ? Elle a dit qu'il lui avait demandé si elle livrait les journaux, qu'il aimait la voir le matin et qu'il la trouvait amicale. Ça l'a effrayée, mais elle ne voulait pas en faire tout un plat. Elle l'a reconnu, elle a pensé qu'il travaillait peut-être dans un journal. Pouvez-vous le décrire ? David ferma les yeux un instant. Taille moyenne, cheveux bruns, pas de barbe, mâchoire plutôt carrée. Casquette de baseball. Mais je me souviens de sa voiture, une berline grise, un peu carrée, déjà vieille à l'époque. Nora griffonna un petit mot, berline grise, relation avec l'imprimerie, peut-être vendeur de papier. Aurait-il pu vous suivre ? Je ne l'ai plus revu,
mais Cathy m'a dit un jour qu'elle avait vu une voiture comme la sienne en dehors de son itinéraire, dans un quartier qu'elle ne fréquentait pas habituellement. Est-ce qu'elle a déjà mentionné son nom? Non. Tu penses que c'est lié à ce qui lui est arrivé? Demanda-t-il doucement. Je crois que Cathy avait peur, dit Nora. Et je crois que quelqu'un la surveillait. David hocha la tête plus pour lui-même que pour elle. Tu crois que c'était ce type? Nora se leva de sa chaise. C'est ce que je vais découvrir. Les ventilateurs du plafond tournaient lentement au-dessus du terminal des archives publiques tandis que Nora, assise à l'un des 4 anciens postes de l'annexe des archives municipales, parcourait des microfilms numérisés. La liste des fournisseurs de papier du Midwest de 1986 apparaissait par fragments des pages incomplètes, certaines déformées ou annotées dans les marges. Elle entoura une liste avec ses coordinateurs de livraison stylistes, des hommes âgés de 30 à 40 ans au moment de leur embauche. Elle a sélectionné 10 noms, 2 se sont démarqués. Tous 2 étaient responsables de la coordination des tournées et disposaient d'un accès hiérarchique aux listes de livraison, aux cartes de tournée et aux dossiers des nouveaux transporteurs. L'un était Denny Calment, décédé depuis 1991, et l'autre Reed Mallory. Nora arriva à Brookfield, dans l'Indiana, par un jeudi gris, juste après l'aube. La ville était de celles qui défilent en moins d'une minute, 2 feux de circulation, un magasin d'aliments et de semences, et une rangée de maisons de plain-pied construites à la fin des années 60. Les registres du DMV situaient Reed Mallory au 141 Curtis Drive. La compagnie d'électricité confirmait une facture mensuelle à son nom, réglée en espèces à la quincaillerie du coin, où il empilait désormais du bois à temps partiel. Elle gara sa berline sur le trottoir, à un demi-pâté de maison de l'adresse. La maison de campagne était en harmonie avec le quartier, vinyle blanc, étaillé, allée d'allée. Une Chevrolet Impala argentée aux vieilles de 5 ans, sans plaque d'immatriculation était garée dans l'allée. Elle prit une photo et l'heurodata. Cet après-midi-là, elle fit du porte-à-porte à pied, badge caché, l'air détendu. Madame Radcliffe, la voisine, arrosait des soucis pendant que son chat se prélassait à l'ombre. Un type tranquille, disait-elle de Mallory. Il fait toujours signe de la main quand il part travailler. Il est discret. C'est une bonne chose par ici, a demandé Nora. Mieux que bruyant, répondit Radcliffe en haussant les épaules. Sa femme est nerveuse, cependant elle est jeune. Il la voit à peine, il refuse de croiser votre regard. À la boîte aux lettres du coin, Monsieur Holland, un postier à la retraite, en a dit plus sur Mallory. Assez polie, elle achète le journal local tous les mardis. Il l'appelle Christine, la fille avec lui. Elle ne dit jamais un mot. Elle se dit qu'elle est peut-être timide, ou, vous savez. Le 3e jour, Nora troqua sa tenue de surveillance contre un pantalon kaki, un presse-papier et une carte d'identité plastifiée portant l'inscription « Enquête sur le développement des 3 comtés ». Elle répéta 2 fois l'histoire de couverture, puis traversa la rue. Mallory répondit après avoir frappé à la porte. De près, il avait l'air presque ordinaire, cheveux coupés, ongles propres, sourire poli, sauf que ce sourire n'atteignait jamais ses yeux. Monsieur Mallory, je confirme l'occupation des lieux pour une proposition de modernisation des services publics. Ça vous dérange si je vérifie les détails? Bien sûr, dit-il en s'appuyant contre l'encadrement de la porte. Ça ne peut pas être long. Je pars bientôt au travail. Nora cocha les cases du formulaire vierge. Durée de résidence? 8-9 ans. Quelqu'un d'autre vit ici? Ma femme, Christine. Âge? Il hésita. 28 ans. Des enfants? Non. Ses réponses étaient désormais saccadées. Nora tapota son stylo comme si elle consultait le formulaire. Nous comparons les données immobilières des années 1980. Avez-vous déjà vécu dans la région de Dayton, dans l'Ohio? J'ai peut-être croisé un ancien coordonnateur de tournée, Reed Mallory, qui s'occupait des papiers d'une certaine Cathy Demain. Elle laissa le nom de côté. Son sourire s'étira d'1 millimètre seulement, mais il était là. Je ne peux pas dire que ça me dise quelque chose, dit-il d'une voix égale,
mais sa paupière droite battit un battement, long et lent. Nora l'observa sans ciller. Le silence s'étira. Mallory déplaça son poids, son pouce effleurant l'intérieur de sa paume, geste d'auto-apaisement classique. « Ça te dérange si je parle à Christine ?» demanda Nora d'un ton désinvolte. « Elle ne va pas bien ?» répondit-il trop vite, comme s'il avait répété. « Les médecins disent qu'elle souffre de stress post-traumatique. Elle n'aime pas les étrangers. » Il se pencha pour masquer la vue à l'intérieur. « Merci pour votre attention. Bonne journée, mademoiselle Brenet. »« Toi aussi, » dit-elle tandis que la porte claquait. Avant même d'atteindre les marches du porche, à 14h15 ce soir-là, la rue était déserte, à l'exception du bourdonnement lointain d'un transformateur. Vêtue d'un jogging sombre, Nora traversa la pelouse en direction de la poubelle bleue de recyclage, posée au bord du trottoir, pour le ramassage du matin. Le couvercle était ouvert. À l'intérieur, une seule tasse à café jetable reposait sur du courrier indésirable au sang rouge à lèvres, couvercle retiré. Elle le prit de ses mains gantées, le glissa dans une pochette à preuve et replongea dans l'obscurité. Nora appela le superviseur de la police scientifique sur haut-parleur. « Tom, c'est Brenet. Je dépose un échantillon d'ADN dans le coffre-fort, une tasse à café. J'ai besoin d'un séquençage prioritaire. » À cette heure-ci, grommela Tom. « Ouais. Dépêche-toi. » La file d'attente reliant Rachel, Cathy et la femme silencieuse nommée Christine venait de se réduire à une seule adresse, et le temps pressait. Nora se tenait derrière une cloison en plexiglas dans le laboratoire de criminalistique tandis que le technicien principal Tom Adler examinait les images du microscope. Un écran affichait 4 tiges capillaires agrandies, chacune dotée d'un identifiant numérique. « Échantillon 12B, » dit Tom en pointant du doigt. La séquence mitochondriale correspond à celle de la salive prélevée dans votre tasse de café au niveau de confiance de 99,8. L'ADN de Reed Mallory se trouve sur au moins 3 brins prélevés dans la sacoche de Cathy demain. Nora laissa échapper un lent soupir. La chaîne de possession ? Solide. Scellé de la scène au congélateur. Tom se retourna avec un sourire. Tu l'as eu. J'ai glissé l'imprimé dans une épaisse enveloppe à preuve et je l'ai scellé pendant que Tom apposait le tampon du laboratoire. Elle semblait plus lourde que du papier, comme si un poids était passé de la possibilité à la réalité. 2 heures plus tard, Nora était assise dans une salle de conférence exiguë du bureau de Dayton, aux côtés de l'agente spéciale Monica Ruiz. Une demi-douzaine d'agents se penchaient sur des cartes et des tablettes. Ruiz consultait le rapport ADN. Cela nous donne un motif probable d'enlèvement interétatique, dit-elle. On passe au niveau fédéral, validation du juge dans 1 heure. Soit à Brookfield au coucher du soleil. Nora fit glisser une feuille d'information vers l'avant. Mallory charge sa voiture à 6 heures, travaille de 7 à minuit et revient seule. Femme victime potentielle, quitte rarement la maison. Objectif numéro 1, dit Ruiz, extraire la femelle. Objectif numéro 2, Mallory. Elle regarda de l'autre côté de la table. Des objections ? Aucune. Le coucher de soleil vira au violet lorsque le convoi s'arrêta au 141 Curtis. 2 agents s'avancèrent sur le porche, bélier levé. Bang. La porte s'ouvrit en grand. Dégagement, résonnèrent les cris. Salon, dégagement. Cuisine, dégagement. Mais chaque pièce était vide. Nora franchit le seuil. Une lampe brillait encore à côté d'un livre ouvert. Sur le comptoir de la cuisine se trouvait un sandwich, dont une bouchée manquait, le pain séchait sur les bords. Dans le réfrigérateur, du lait périmé depuis la veille. Dans la chambre principale, les tiroirs de la commode étaient à moitié ouverts, les vêtements jonchaient le sol comme si quelqu'un avait commencé à faire ses valises et s'était arrêté en plein milieu. La porte du placard s'ouvrit, les cintres claquèrent. Ruiz jura doucement. Il s'est enfui. Les techniciens de la scène de crime épousetaient les empreintes tandis que Nora s'installait dans la chambre d'amis. Sur un bureau affaissé se trouvait une boîte à chaussures fermée par des élastiques. Elle enfila des gants,
souleva le couvercle et trouva des cartes d'identité plastifiées, toutes avec la photo de Mallory sous les pseudonymes Edgar Mullins, Robert Mayon, Tyler Rigg. En dessous, une deuxième pile de permis de conduire pour une femme, mêmes yeux, même pommette, cheveux évoluant d'une queue de cheval d'enfance à une coupe adulte. Chaque carte indiquait un nom différent: Christine Mitchell, Dana Wells, Amber Lee, mais chaque visage était celui de Cathy. Le technicien Nolan appela de la cuisine. « Inspecteur, vous devez voir ça, des images de surveillance d'une épicerie. » L'écran clignota. Horodatage, la veille, 19h14. Mallory poussait un chariot, à côté de lui marchait une femme mince vêtue d'un sweatshirt trop grand. Elle restait à un demi-pas en arrière, mains jointes, tête baissée. Mallory choisit ses articles, elle hocha la tête. Nora zooma. Le profil de la femme était plus âgé, plus net, mais la bouche, la légère surocclusion. Cathy. Peu après minuit, Nora se tenait dans le salon de Margaret demain. La télévision rediffusait les images, la luminosité réduite. Margaret s'était penchée en avant sur le canapé, les doigts enfoncés dans ses genoux. L'image s'arrêta sur le visage de Cathy. Margaret halta. C'est elle. Elle tendit la main pour toucher l'écran. C'est ma Cathy. Sa voix se brisa. Elle a l'air si fatiguée. Nora s'agenouilla près d'elle. Mallory s'est enfui ce soir. On le traque. Margaret s'essuya les yeux. Ramène-la à la maison. Je vais. De retour au poste de commandement, Ruiz tendit à Nora un document imprimé tout juste sorti du fax. La police d'État près de Louisville a signalé l'Impala à un péage horodatage il y a 3 heures. L'immatriculation correspondait partiellement à celle que nous avions prise depuis l'allée. Nora traça l'itinéraire sur la carte murale. Ça mène à un motel rural, sur la IE65 ? Ruiz hocha la tête. Unité canines alertée. KSP doit s'enregistrer dans un motel en bord de route, non utilisé, Robert Mahon, chambre payée en espèces, même pseudonyme que sur les papiers d'identité. Allons-y. Nora attrapa son sac de survie, le pouls régulier mais fort. La fenêtre pour retrouver Cathy en train de respirer se rétrécissait, mais elles avaient l'odeur et Mallory était à court de chemin. Un brouillard bas planait sur le motel en bord de route, tel de la laine mouillée, étouffant tous les bruits, à l'exception du léger crissement du gravier sous les bottes tactiques. 5 véhicules banalisés s'arrêtaient au ralenti, feux éteints, au bord du parking, moteur tic-tac. Nora était accroupie derrière la berline la plus proche, l'écouteur de la radio bien calé, le fusil Benelli en bandoulière et en sécurité. La voix de l'agent Ruiz interrompit les communications. L'employé confirme que la chambre 8 est enregistrée au nom de Robert Mahon espèce. Un homme adulte, une femme adulte, peut-être un enfant mineur. Des policiers d'État se déploient pour couvrir le couloir arrière. 2 équipes d'enquête du FBI sont postées devant la porte de la chambre 8 où une unité de plain-pied à la peinture verte écaillée et aux rideaux tirés. Nora se tenait à côté de Ruiz, comptant ses propres respirations. « Vas-y » murmura Ruiz. Un bélier frappa la serrure, une fissure, puis un éclat. La porte s'ouvrit brusquement. À l'intérieur, l'eau de la douche ruissela sur le carrelage. L'équipe d'intervention se déploya à gauche et à droite, criant « Agents fédéraux ». Une fenêtre s'ouvrit dans un grincement dans la salle de bain. Nora et un policier coururent autour du bâtiment au moment même où Reed Mallory s'effondrait sur l'herbe mouillée, pieds nus, pantalon à moitié ouvert. Il se débattit, puis courut vers la lisière des arbres. « Arrête !» Il ne le fit pas. Le policier le plaqua par derrière, tous deux glissèrent dans la boue. Mallory se débattit, crachant de la terre. « Elle est à moi » rugit-il, la voix rauque. Nora lui immobilisa les poignets tandis que le policier le menotte. La pluie de tout à l'heure se mêla à l'argile, maculant le visage de Mallory comme des peintures de guerre. Il répétait sans cesse, de plus en plus doucement, « Elle est à moi, elle est à moi », jusqu'à ce qu'un agent le fasse monter dans la voiture de patrouille. Nora se précipita dans la chambre du motel.
Ça sentait le moisi et le savon bon marché. Un agent fit un geste vers le coin, derrière une commode branlante, une femme était accroupie, les genoux repliés sur la poitrine, protégeant un petit enfant de son corps. Des yeux fous brillaient sous des cheveux emmêlés. Nora baissa son arme, la voix posée. Cathy. La femme ne cligna pas des yeux. Tu es en sécurité, dit Nora. Il ne peut pas te faire de mal. Le regard de Cathy se porta sur la porte, puis sur le badge de Nora. Elle serra l'enfant plus fort. Tu vas nous faire mal, murmura-t-elle, ses mots aussi cassants que du verre. Non, dit doucement Nora. Je te le promets. Elle fit un pas en avant, paumes ouvertes. Je m'appelle Nora. Je t'ai cherché. La petite fille au pas plus de 2 ans regarda par-dessus le bras de Cathy, boucle brune, joues tachées de terre, pouce coincé entre les lèvres. Lorsqu'un secouriste entra, la fillette enfouit son visage dans le pull de Cathy. Cathy, qui est-ce? Demanda Nora. La voix de Cathy se brisa. C'est mon bébé, ajouta-t-elle, comme si elle récitait une règle. Il nous protège, a déclaré Cathy. On ne va pas te faire de mal, dit Nora. On est là pour te sauver. L'ambulancier s'agenouilla, déposa une couverture et une girafe en peluche tirée d'un paquet de provisions. Le regard de l'enfant s'attarda sur le jouet. Cathy le remarqua, hésita, puis laissa la petite fille le saisir. Une conseillère en traumatologie, le docteur Lena Ortiz, est arrivée dans l'heure. Elle parlait à voix basse et égale, assise sur l'unique chaise de la pièce, jambes décroisées, mains visibles. Je ne suis pas une agente de police, a-t-elle dit à Cathy. Je suis là pour écouter. Pendant l'heure qui suivit, Ortiz posa des questions auxquelles il fallait répondre par oui ou par non entre 2 silences. Les réponses de Cathy étaient minces et hésitantes. Avait-elle besoin d'eau? Oui. Le bébé pouvait-il avoir du lait? Oui. Cathy pouvait-elle s'asseoir sur le lit pendant qu'on prenait sa température? Peut-être. Chaque consentement se compliquait. À l'aube, Cathy laissa un ambulancier lui toucher le poignet pour prendre son pouls. Elle tressaillit, mais ne s'écarta pas. Nora l'observait depuis la porte, son instinct lui disant « Ne précipite pas les choses ». À 7h10, une ambulance s'arrêta au ralenti près du motel. Cathy en sortit, enveloppée dans une couverture grise, la petite fille serrée contre sa hanche, une girafe en peluche à la remorque. Mallory, désormais silencieuse, était assise, menottée, à l'arrière d'une voiture de patrouille. Il tendit le cou pour la voir. Cathy se figea, les yeux écarquillés. Nora s'interposa entre elles. « Regarde-moi, Cathy. » Pas lui. Cathy se concentra sur le badge de Nora, prit une inspiration tremblante et monta dans l'ambulance. Les portes se fermèrent, la sirène retentit une fois, puis se mit à sonner doucement pour accompagner le convoi jusqu'à Merci Général. Aux urgences, Cathy était perchée au bord du brancard, son bébé somnolent contre sa poitrine, une perfusion fixée à une petite main. Le docteur Saint-Germain parlait doucement tout en prenant ses constantes. Poids corporel inférieur de 15% à la moyenne. Il murmura à l'infirmière, ancienne fracture des côtes, guérie depuis longtemps, multiples cicatrices, plaies défensives aux poignets et aux avant-bras, malnutrition liée à une privation prolongée, anémie fériprive et retard de langage probablement des interactions sociales réduites. Cathy écouta sans réagir jusqu'à ce qu'Ortiz explique, elle est en assez bonne santé pour se rétablir complètement. Elle a juste besoin de temps, de nourriture et de sécurité. Les épaules de Cathy s'affaissèrent, le soulagement mêlé à l'épuisement. Elle hocha la tête. Puis le docteur Saint-Germain hésita au pied du lit, feuilletant les résultats des tests. « Inspecteur Brenet, dit-il, le test de paternité est revenu. » Il se détourna de la fenêtre. Le père biologique de l'enfant est Reed Mallory. Les mots restèrent suspendus dans l'air stérile. Cathy ne broncha pas. Sa mâchoire se serra, son regard passant de Nora à l'enfant endormi. « Je vois, dit-elle doucement, le poids de cette phrase s'abattant sur sa poitrine comme une pierre. Mallory était assis à la table en métal,
les doigts soigneusement écartés devant lui, comme s'il attendait un repas. 2 agents se tenaient à la porte. Nora restait assise en face de lui, le visage indéchiffrable. « Savez-vous ce que c'est » demanda-t-elle en posant une photo des restes de Rachel Meyers, juste les vêtements et les os entourés d'une pellicule plastique. Mallory le regarda sans cligner des yeux. Cette fille a été un vrai problème dès le début, elle pleurait sans cesse, essayait toujours de fuir. Elle n'était pas comme Cathy. Tu l'as tuée. Il haussa légèrement les épaules. Elle voulait partir. Tu l'as enterrée dans une tombe peu profonde, dit Nora. Tu l'as recouverte de détritus. C'était une enfant, Mallory. Il se pencha en avant, les yeux brillants. Cathy resta là, elle comprenait. Je lui ai donné plus que quiconque, dit-il. Nora n'a pas réagi, elle a classé le dossier. Plus tard, le parquet a finalisé les chefs d'accusation, meurtre au premier degré de Rachel Meyers, enlèvement, viol sur mineur, séquestration, usurpation d'identité, obstruction à la justice, aucun accord proposé, perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, sans possibilité d'appel. Margaret était assise dans une chambre d'hôpital beige, les mains jointes autour d'un gobelet en polystyrène. Une infirmière venait de partir lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Cette fois, pas de presse-papier, pas d'uniforme, Cathy se tenait dans l'embrasure de la porte, l'air hésitant, les cheveux peignés mais emmêlés. Son regard scruta la pièce, s'arrêtant sur Margaret. Un long silence. « Salut, dit Margaret. » Elle se leva lentement. « Je suis ta mère. » Cathy ne bougea pas, sa main se serrait contre l'enfant derrière elle. La petite fille le regarda avec de grands yeux. « Tu t'appelles Cathy » dit Margaret doucement. Elle fouilla dans son sac et en sortit une photo. « C'est toi le matin de Noël » expliqua-t-elle. « Tu as un pull rouge. Tu as dit qu'il te grattait trop, mais tu l'as quand même porté. » Cathy n'a pas pris la photo, mais elle l'a regardée. Margaret l'a posée sur la table entre elles. « Je te chantais des chansons le soir, » dit-elle d'une voix tremblante, mais elle continua. « Can't help falling in love tu fredonnais avant de t'endormir. » La mâchoire de Cathy trembla, ses mains retombèrent le long de son corps. « Il a dit que tu m'avais oublié, » murmura-t-elle. « Il a dit que personne ne regardait. » Margaret s'avança lentement. « Je n'ai jamais arrêté. » Les genoux de Cathy cédèrent et elle s'effondra dans les bras de sa mère en sanglotant. Plus tard, ils étaient assis dans le bureau d'une assistante sociale. Cathy tenait le petit sur ses genoux tout en remplissant les formulaires d'admission. « Est-ce que l'enfant a un nom » demanda doucement le conseiller. Cathy marqua une pause, la petite fille s'accrochait à son t-shirt. « On ne l'appelait jamais ainsi » dit Cathy. Il ne voulait pas qu'elle en porte un. Margaret posa une main sur le dos de Cathy. Cathy baissa les yeux vers l'enfant, qui cligna des yeux. « Hope » dit Cathy. « Elle s'appelle Hope. » 3 semaines plus tard, Cathy montait les marches de l'appartement des 2 mains, sa fille en équilibre sur une hanche. La porte venait d'être repeinte, des pots de fleurs étaient posés sur le perron. Margaret ouvrit avant que Cathy puisse frapper. Sans un mot, juste une étreinte. Nora ne lui rendit visite qu'une seule fois, se garant de l'autre côté de la rue sans se faire connaître. De la voiture, elle les vit toutes les 3 sur le porche, Cathy brossant les cheveux de Hope, Margaret lui tendant un verre de jus. Le silence était total, toujours présent. Elle ne sortit pas, au moment où elle tournait le contact, un coup frappé à la vitre la fit sursauter. Margaret resta plantée là. Nora baissa la vitre. Margaret ne sourit pas, elle la regarda simplement un long moment. « Merci de me l'avoir ramené, » dit-elle. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Nora hocha la tête, sans rien ajouter. Certaines affaires ont juste besoin d'être closes. Elle s'éloigna. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, aimez-la si ce n'est pas déjà fait et abonnez-vous pour en savoir plus.